un sujet qui nous touche de la conception à la mort. J'ai bien dit de la conception à la mort. Et c'est un sujet très sensible. Alors, je voudrais juste évoquer l'avant-départ de Gaulle en une phrase. C'est qu'en très peu de temps, on a beaucoup construit et qu'on a tenté, en 50 ans, de beaucoup détruire. On n'a pas encore complètement réussi. Donc, il y a les bases solides pour continuer. Voilà. Ça, c'est très important parce que c'est pas tout ou rien, c'est pas yin-yang, c'est beaucoup de choses. Alors, 71, le moment où tout bascule. Alors, pourquoi j'ai mis au-dessus quelque chose qui n'a rien à voir avec la santé ? Mise en place d'un système de change flottant. Ah, qu'est-ce que c'est le change flottant? Alors, monsieur David Rothschild, qui est pour beaucoup, monsieur, oui, c'est ça, la famille Rothschild, avec un rejeton qui s'appelle Macron. Bon, en tout cas, le gouvernement Pompidou s'est appuyé là-dessus pour mettre en place le numerus clausus que tout le monde connaît bien, puisqu'on en parle partout dans les journaux, c'est le grand flash du moment. Et l'idée, c'était bien sûr de réduire le nombre de médecins, de diminuer le nombre de consultations, de prescriptions inutiles et d'obtenir une meilleure répartition des médecins sur le territoire, enfin blablabla. Le résultat était le contraire. Vous le voyez tous les jours, hein, les déserts médicaux et autres. Et puis là, en 2018, vous avez les fameuses réformes Macron. Alors là, vous avez le numerus clausus, hein, bien sûr, à force, moins de médecins. On commence à paniquer dans les années 2000. On se dit que beaucoup seront à la retraite, là, maintenant, entre maintenant et 2030. Donc, il fallait augmenter précipitamment, à partir des années 2000, le numerus clausus. Et là, on arrive, tiens, à la même chose qu'il y avait en 71-72. On a récupéré le temps perdu. Voilà, donc là j'ai mis 2019, c'est une erreur, c'est fin 2019, fin du numerus clausus, on mettra en place les moyens. Alors bien sûr, ça ne va pas marcher tout de suite, plus tard, mais pas tout de suite, parce que en attendant, les médecins vont partir à la retraite, bien sûr, et il va y avoir un manque. Donc il va falloir trouver des moyens de pallier au manque en réduisant encore les budgets, en mettant des contraintes que vous voyez tous les jours dans les... Et puis, bon, voilà. Alors, il y a une chose qui m'a frappée, moi, parce que c'est bien, on arrive au même taux de médecins, mais vous pourrez remarquer, pour que la population, elle a quand même augmenté. Donc, il y a un manque. Hein, vous le voyez tout de suite, là. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a mis pour contraindre les médecins? Parce que on peut toujours dire que c'est les médecins qui ne sont pas très sympathiques, qui ne font pas tout ce qu'ils peuvent, qui ne sont pas compétents aux urgences, que les généralistes ne veulent pas, je dirais, accueillir, ou je ne sais trop quel billevesée. La réalité, c'est qu'on a mis des administrateurs partout. Partout, pour gérer les comptes, serrer au mieux les budgets de l'hôpital, des maisons de santé aussi, de tout. Hein. On a vraiment tout fait pour que ça... Alors, j'ai mis une petite blague. Face au crash de l'hôpital public dû à la crise, on n'entend plus les directeurs d'hôpitaux, les fameux administrateurs, leur boîte noire ayant cessé d'émettre. Oui, bon. Mais en dessous, il y a quelque chose d'intéressant. Les écoles de formation, la plus grande école se trouve à Rennes, et Alain Mourier, directeur de formation, École des hautes études de santé publique. Pourquoi les médecins sont-ils persuadés que la plupart des directeurs d'établissements sont là pour casser du médecin, que l'école de Rennes forme des cost killers pourfendeurs de tout bib? Moi, je pense qu'on peut compter le nombre de suicides dans le monde médical. Et on comprend ce que ça veut dire, des agents comptables. Voilà. Alors, on est censé réformer. Hein, ça n'a pas été facile que ça.
Voilà. Là, je montre un petit peu une cartographie des déserts médicaux. Je vais balayer rapidement ce dont vous entendez parler tous les jours. Hein. Alors, ils ne sont pas toujours où l'on croit, voyez-vous. Vous avez de plus faibles, plus forts. Si vous ne voyez pas les couleurs, prenez les petites, ça ira mieux. C'est souvent, contrairement à ce qu'on croit, dans les grandes villes et dans les qu'il y a une désertification. Vous pouvez avoir au centre de Paris énormément de médecins. Voilà. Mais si vous allez à 20 km tout d'un coup du centre de Paris, eh bien, visiblement, la population médicale diminue drastiquement, avec beaucoup de fermetures de structures hospitalières. C'est très frappant, hein, et les médecins pestent avec ça. Alors, bien sûr, il y a des zones qui sont moins privilégiées. Le sud de la France est plus privilégié parce que il y a beaucoup de retraités et qu'ils sont très bien entourés pour le moment. Pour le moment. Voilà. Là, je vais parler des retraités. C'est pas tous les jours roses. Alors, les EHPAD. Je ne parlerai pas des maisons associatives qui s'occupent très bien des retraités. Parce que c'est associatif, on a une autre idée de cela. Ni de l'hôpital public, qui a quand même encore une formation, une histoire, mais de ce qu'on appelle les EHPAD. Alors, ils comptent beaucoup sur ces établissements privés. Pourquoi ? Parce que la population des plus de 65 ans, et surtout des grands dépendants, va être multipliée par 3 d'ici une trentaine d'années. C'est-à-dire les grands dépendants, c'est souvent au-dessus de 85 ans, hein, hormis les handicapés et d'autres choses. Donc, alors moi, je vais souligner une chose qui n'est pas souvent soulignée. C'est que les EHPAD sont des institutions privées, non médicalisées la plupart du temps, contrairement à l'hôpital public et souvent les maisons associatives. Les personnes qui sont hospitalisées là-dedans, je dirais, sont un petit peu en prison, il faut le dire. J'emploie des mots que je ne suis pas le seul à employer. Le monde médical, et notamment le Conseil de l'Ordre des médecins, a demandé plusieurs fois à ce qu'il y ait des enquêtes et que l'on mette un petit peu la pression sur ces entreprises privées que vous connaissez tous, à Coréa et d'autres. Hein. Voilà. Donc, c'est important. Alors, ce que l'Ordre des médecins a souligné, c'est que les personnes sont hébergées, donc leur individualité, leur autonomie, leur indépendance devraient être intactes. Le règlement interne et collectif, malheureusement, restreint leurs droits fondamentaux de liberté. Leurs médecins traitants qui pourraient les suivre dans les EHPAD, dans ces grandes institutions privées, hein, qui coûtent très cher, entre 3 000 et 10 000 euros. Hein, mais le traitement est le même à 10 000 euros ou à 3 000 euros. Leurs médecins traitants qui possèdent leur dossier médical devraient pouvoir les suivre. Impossible s'ils ne se mettent pas sous contrat avec l'EHPAD. Ça veut dire qu'il doit devenir un salarié. Bon. Alors le Conseil national de l'Ordre des médecins demandait à ce que les EHPAD entrent dans le champ du contrôleur général des lieux de privation publique, puisqu'elles restreignent la liberté de leurs résidents. La demande a été rejetée par le gouvernement. Le débat éthique n'a pas eu lieu. Bon, pillage de l'argent de la Sécu, ça se fait depuis très longtemps. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, là, il y a une petite chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre en 2018 et la Sécu va être excédentaire dans les années qui suivent. Donc on a déjà prévu un détournement très réel de l'argent de la Sécu, comme on le fait depuis très longtemps. Hein. Le trou de la Sécu, c'est un détournement de l'argent, spéculation à outrance, et la Sécu qui est, je dirais, mis à la bourse de la City par un organisme. Vous pourrez regarder dans mes articles, vous retrouverez ça. En tout cas, on compte que pour 2022, il y aura 24 milliards d'excédents. Ça va, je dirais, passer dans les bonnes poches si on ne fait rien. Bon, en tout cas, voilà, quelqu'un que tout le monde connaît, je ne le présenterai pas. Alors,
Notre ami Tom le connaît bien aussi. Il est passé donc à Copenhague. Il a dit que les Danois étaient un peuple ouvert, c'était des luthériens, hein, que les Gaulois étaient réfractaires au changement. Il a aussi évoqué son admiration pour le modèle danois de flexi-sécurité dont Tom a parlé ce matin. Malheureusement, en Suède et au Danemark, d'ailleurs, autant pour les retraites que pour la santé, les médecins sont salariés de grands groupes financiers et ils sont rémunérés par un salaire de base et des primes non pas liées à l'efficience, mais au rationnement des soins. Moins les médecins prescrivent, plus ils gagnent, puisqu'ils ne sont plus, je dirais, dans le domaine public, mais qu'ils entrent dans le domaine privé et qu'il faut rentabiliser. C'est comme pour les EHPAD. Hein. Pareil, la prison. Voilà. Alors, je vais en venir à, je dirais, à ce qui pourrait être le changement. Voilà, après avoir balayé succinctement le pire. Bien, alors nous avons tout ce qu'il faut en France pour le changement, je le dis tout de suite. On a des gens qui sont très performants, qui peuvent tout faire pour cela. Donc vous avez là quelque chose où on va intégrer complètement la télémédecine ou la téléassistance médicale et tous ces divers reflets, je ne vais pas rentrer là-dedans. Notamment entre les soins à domicile, les soins dans les maisons de santé, les divers établissements de santé de premier recours, et ensuite les établissements de santé donc, de deuxième recours et de troisième recours, qui sont la haute technicité, où les gens resteront le moins possible. Tous ces établissements vont être reliés maintenant, et je vais l'expliquer rapidement, par ce qu'on appelle la téléassistance médicale. Alors, ne croyez pas que la France soit en retard. Non, ne croyez pas tout ce que l'on raconte. Simplement, on lui a coupé le sifflet avec les diverses réformes, notamment la tarification à l'activité, qui a mis un frein à la téléassistance médicale. C'est très important de le comprendre. Donc, ben voilà, la téléassistance médicale a 100 ans déjà. 100 ans. Elle est née en 1920, notamment pour la marine marchande. On a eu besoin de relais pour les gens malades sur les navires, et ça s'est fait tout d'abord aux États-Unis. Alors on a beaucoup utilisé les récepteurs radio pour cela. Et ensuite, on a créé, et ça c'est l'Italie, l'Europe, qui a créé le premier centre à vocation internationale, le Centro International Radio Medico, excusez pour l'accent, je ne suis pas très forte, de Rome. En 1950, il y a le docteur Gerson Cohen qui a élaboré un diagnostic radiologique à partir de copies radiophoniques transmises par téléphone. Par téléphone. Vous regardez vos iPhones comme quelque chose de complètement neuf, eh ben non. Et par ondes radio qui vous permettent le premier transfert d'images à partir de Philadelphie. En 1955, un réseau de télévision en circuit fermé est créé à l'Institut psychiatrique du Nebraska. En 1959, première téléconsultation psychiatrique est réalisée et suivie de téléconsultations entre spécialistes et médecins généralistes. Donc, l'accord entre les divers établissements dont je parlais tout à l'heure, donc en 1955, et ensuite avec des hôpitaux distants. Ça s'est fait beaucoup dans des régions de désert glacé, dans le genre nord de l'Amérique et ensuite nord de l'Europe. Et en 1967, on a eu pour la première fois une téléassistance médicale entre un aéroport pour les voyageurs et le personnel, grâce à un circuit de micro-ondes audiovisuel à double voix. Bon, c'est complexe, je ne rentrerai pas là-dedans. Plus intéressant, c'est qu'en 1973, le premier congrès international sur la télémédecine est organisé au Michigan, suivi en 1974 par la création d'une architecture réseau via Internet. Et l'effort va être mené par 4 pays qui vont être précurseurs dans ce secteur: les États-Unis, le Canada, la Norvège et la France. Et la France, vous avez ce monsieur qui se nomme Louis Laurent,
qui a été le créateur du SAMU et qui est un anesthésiste du CHU de Toulouse. Ça, c'est pour Odile. Qui a donc mis en place les premières téléconsultations, justement parce qu'il y a une région montagneuse et qu'il fallait agir vite et savoir s'il fallait tout simplement un déplacement rapide, peut-être par hélicoptère, pour des gens. Donc, on téléconsultait déjà à l'époque. Voilà, donc ça c'était début des années 80 et ce professeur vient d'être honoré. Et ça s'est répandu ensuite dans toute la France. Et là, vous avez, voilà, ça a été pour la maternité, Maternet, qui a servi de réseau. Alors ça s'est passé un petit peu plus vers l'est de la France, comme vous le voyez. C'est très intéressant parce que toujours une région pas facile d'accès, puisqu'on touche, je dirais, au monde Auvergne et autres. Donc on a permis à des femmes enceintes d'avoir des téléconsultations à distance. Ça, c'est en 97, comme vous le voyez. Et dans les années 2000, là, on s'est servi encore de quelque chose que De Gaulle avait mis en place, c'est Kourou. Et donc là, vous voyez l'exemple de la Guyane française. Et on s'est servi, alors vous voyez au-dessus, là, de petits iPhones. Et à partir de cet iPhone, il y avait un monsieur donc, qui est un médecin ou autre, qui récupérait des données sur place et qui les envoyait via le CNES, donc le Centre national des études spatiales de Kourou, vers Toulouse, encore, puisqu'il s'était beaucoup spécialisé. Donc, c'était aussi une des premières en France. Donc, voilà. Donc, la France a tout pour être gagnante et pouvoir continuer. Voilà. Alors, ça, je conclus. C'est donc ce qui, je dirais, nous prépare l'avenir. Et je crois que ça va ouvrir beaucoup, beaucoup de choses. De nouvelles spécialités en médecine, mais dans le monde médical. Un rapport très direct avec la population, puisqu'elle va être appliquée directement. Comme vous le voyez, ces télécabines. Alors, il y a déjà, dans le MEDEF, on rêve de télécabines pour éviter que les gens perdent du temps pour aller chez le médecin. Donc, on installera dans des grandes entreprises. Ça coûte 3 000 à 4 000 euros. Mais ça, c'est le rêve du MEDEF. On va le garder pour des choses plus intéressantes, les endroits où il n'y a pas forcément un médecin. Donc, une infirmière pourrait être à côté. Et ça va ouvrir aussi beaucoup de métiers dans le monde je dirais, de l'informatique, puisqu'il faudra des informaticiens et attenants spécialisés et qui vont spécialiser dans le monde médical. Ça va aussi servir pour le monde satellitaire et d'autres choses. Enfin, il y a beaucoup de choses, comme vous le voyez. Et ça sert, voyez-vous, voilà. Tout ce que ça va couvrir pour le moment, puis beaucoup d'autres choses. Et ce que vous allez vivre très rapidement là aujourd'hui. Donc, c'est un potentiel énorme d'avenir. Alors, je signale quand même, pour conclure, que malheureusement, comme pour ce gouvernement, le modèle est le modèle suédois et danois, ils espèrent beaucoup que, je dirais, les divers remboursements se feront par des mutuelles privées, que des maisons privées mettront la main dessus, comme pour les EHPAD, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'il faut absolument approcher. Je dirais, la découverte et je dirais, la vie humaine est quelque chose qui est une affaire de relations humaines et rien d'autre. Et la santé doit rester une mission de santé publique pour tous. Voilà.